Merci beaucoup, M. Gertin, pour toutes ces précisions, ces éclaircissements. Le dernier à prendre la parole ce soir n'a plus besoin de présentation, vous le connaissez. M. Régent Parent, qui est président de la CSQ depuis déjà une dizaine d'années. Mais en sagesse, ça doit faire à peu près 50 ans qu'il est là. Je vous invite à profiter de sa présence aujourd'hui, profiter de ses paroles, car c'est l'un des derniers rendez-vous auquel il pourra participer en tant que président de la CSQ, parce qu'il a annoncé qu'il prenait sa démission à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire pas sa démission, mais qu'il ne renouvellerait pas son mandat de président à la tête de la CSQ. Donc, profitons-en, abusons de sa présence aujourd'hui. À vous, M. Parent. On se calme. Comme je disais au conseil général la semaine dernière, être président de Centrale, c'est comme être dans une course à relais. Puis je m'apprête à passer le témoin, et quand on s'apprête à passer le témoin, on ne baisse pas d'intensité. Ça fait qu'on va continuer à faire le travail avec intensité. Saluer l'ensemble des gens qui sont présents. Saluer particulièrement les étudiants, dans le sens où dans le fond, ils sont le reflet de ce que nous réussissons le mieux. En bout de course, d'avoir ces jeunes, je veux dire, venir une lutte citoyenne, parce que les frais, il faut aussi les frais ou les droits, là, je ne sais plus, hein? Les droits de scolarité. Les frais aussi. Les droits de scolarité, tant qu'à moi, c'est une cause juste, c'est une cause sociale. C'est pas la lutte des étudiants, c'est la lutte de l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec. Et il porte le flambeau, mais il le porte un peu pour nous aussi en même temps. Il faut être conscient que c'est aussi notre lutte, dans le sens où ça affecte pas seulement que les étudiantes et les étudiants, ça affecte les familles, ça affecte l'économie du Québec, ça affecte notre développement. Et dans ce contexte-là, c'est pour ça que, comme Centrale, on s'est permis de se prononcer, parce qu'on pense que c'est pas une lutte exclusive, c'est une lutte commune. Et c'est toujours intéressant de voir leur engagement. Quand il y a des gens qui disent que les jeunes ne sont pas politisés, bien là, je pense que notre ami Guérin vient de nous démontrer qu'ils peuvent être très politisés, les jeunes. Fait que je les salue, je les félicite pour leur engagement. Un peu comme Sylvie Théva, je disais, en partant, il y a beaucoup de choses de titre. Là. Ça fait que on va peut-être avoir un peu de répétition. Je m'en excuse, mais je vais essayer moi aussi d'aller au cœur immédiatement. D'abord, tantôt en public, je n'ai pas osé dire les chiffres, mais il faut voir qu'en termes d'information, la place de l'éducation dans le paysage communication, puis on s'est fait sortir les chiffres par Influence Média, donc un courtier en information qui prend des mesures, c'est 0,18% de l'ensemble des nouvelles. 0,18%. Pas 18 là. Ben moi, je dis point, ça pourrait tailler mon âge. Ça a l'air qu'il faut mettre une virgule aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est en bas de 1%. Puis c'est pas mal en bas de 1%. Fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Et quand on en parle, c'est plutôt dans le négatif et le spectaculaire. C'est pour se gratter le pouls, pour montrer le côté sombre. Ça se peut qu'effectivement, il y a des fois, c'est pas tout brillant, puis c'est pas tout illustré. Mais finalement, quand tu en parles si peu, puis que tu trouves juste en parlant mal, quand on est dedans, on sait qu'il se fait pas mal plus de bien qu'il se fait de mal en éducation. Fait que d'où l'importance, je veux dire, de prendre la parole, d'où l'importance, c'est des gestes qu'on pose quand on se rassemble, quand on distribue, comme je le disais, à l'extérieur. Et de contrer le discours, parce que des fois, c'est spécial, là. Parce que l'industrie du ça va mal, si on regarde les politiciennes, les politiciens, ils ne sont pas dupes, là. Vous savez, comme dans la population, si on regarde les sondages, là, année après année, l'importance de l'éducation en priorité, en premier chef, là, ça ne dépasse jamais 10% de la population. C'est plutôt de l'ordre de 4 ou 5%. C'est pas. Nous, on sait que c'est important. Mais le géopublic ne le sait pas tout le temps. Puis les politiciens, eux autres, ils ont comme deux objectifs
fondamentaux. Le premier, c'est de se faire élire. Le deuxième, c'est de se faire réélire. Donc, habituellement, je veux dire, ils vont toucher des cordes sensibles, ils vont se placer dans une dynamique que quand un dossier est important pour la population, on en parle beaucoup, mais on en fait une priorité. Évidemment, des fois, on a l'impression que ces chers politiciens en font une priorité de l'éducation. Mais si vous grattez un peu, vous allez au fond des choses, vous allez constater assez rapidement que finalement, quand ça en parle, c'est pas tout à fait de l'éducation qui parle. C'est de gestion, c'est de chiffres, c'est d'économie, c'est, je dirais, d'animer les plus bas instincts d'une population. C'est de sombrer assez rapidement dans le populisme. Finalement, c'est de donner des biscuits à du monde. Tu sais, les plus beaux exemples, c'est le genre, ah là, il faudrait couper dans l'administratif et la bureaucratie. Ça a l'air bien savant, ça. Ça veut dire quoi, ça, couper dans l'administratif et la bureaucratie? Ça se matérialise comment? Et ça, c'est ce qu'on nous vend. On pense qu'ils trouvent ça bien important, mais finalement, on voit que bien des fois, c'est plutôt de la distraction de foule pour cacher nos événements. Moi, je vais m'inspirer du prof d'université. Je vais aller tout de suite dans 4 axes. C'est ce qu'il faudrait faire. Évidemment, il faudra faire 1 million d'affaires, là, mais mettons pour asseoir, on va essayer de se concentrer sur 4. Sur 4. Le premier vecteur, le premier axe, c'est 100 fois sur le métier, il faut débusquer, je veux dire, les hypocrites et les menteurs. Et il faut exiger qu'en éducation, on réinvestisse, qu'on en mette plus d'argent en éducation. Évidemment, si vous vous fiez à l'information, et à ce que vous lisez dans le journal, on va finir par vous faire croire qu'on dépense sans borne, sans bon sens, qu'on est finalement du monde qui jette leur arme par les fenêtres. Puis là, c'est ça, ces discours-là, qu'il y a un terreau fertile. Après, il faut couper dans l'administration, il faut couper dans le... Ça n'a pas de bon sens. Il faut que les étudiants fassent leur part. Parce qu'on tente de faire croire que finalement, il y a des dépenses excessives dans le système d'éducation, qu'on est les champions d'efficacité. Quand on regarde les chiffres, bien, au Québec, je veux dire, on dépense moins per capita en éducation. Là, je parle de la dépense publique. On dépense moins per capita que partout ailleurs dans le reste du Canada. Que demain matin, là, je vais parler juste du réseau scolaire, vous venez ajouter près d'1 milliard dans le réseau scolaire et vous êtes à hauteur, ça fait juste nous égaliser avec la moyenne canadienne. Mais il y a du monde qui essaye de nous dire qu'on dépense plus qu'ailleurs. On sait de même, en tout cas, je ne sais pas si vous sentez comme ça, mais quand on lit les journaux et on regarde la télé, on a l'impression que tout tombe, tabarouette, pas de bon sens, là. L'argent sort par les fenêtres. Finalement, on dépense moins qu'ailleurs. On dépense même moins per capita que les Américains. Ils sont supposés être les champions, eux autres, là, des systèmes, ou fondés sur le privé, ou fondés sur les écoles à charte, ou des champions de l'économie. Et malgré ça, malgré qu'on dépense moins, on arrive à hauteur, toujours avec les chiffres d'OCDE et les limites que ça comporte, à hauteur des pays qui sont les plus... On a de la misère des fois avec le mot, là, mais on va l'utiliser entre nous. La porte pas fermée, mais ça fait rien. Les plus performants. Il y a même certains chercheurs qui disent qu'on est le plus performant parce que les défis qui se posent à la société québécoise sont plus imposants que des sociétés auxquelles on nous compare, comme la Finlande. Vous savez, la Finlande, c'est assez homogène comme population. Les Sud-Coréens, c'est assez homogène. Et mettons que, là, peut-être que M. Julien, il trouverait son compte, c'est marche douette puis des oreilles collées. Et on nous compare avec des régions de la Chine, là aussi, c'est assez homogène. Fait que nous, si on regarde sur un plan socio-économique, sur un plan socio-culturel, socio-ethnique,
Mettons qu'on a pas mal d'affaires à accommoder ensemble pour arriver à donner les résultats. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais il reste qu'on dépense moins qu'il y a des sociétés occidentales et on arrive avec des résultats supérieurs. Fait que ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être mieux encore, mais on arrive mieux qu'ailleurs. Fait que dans un contexte comme celui-là, la question qu'il faut couper, puis serrer, puis comprimer, c'est un faux discours. Ça abrite, finalement, un désengagement d'État, c'est des excuses gratuites, et finalement, ce que ça va venir nous servir, c'est qu'il faudra faire plus avec moins. Et évidemment, le plus, c'est qui? Ça va être nous autres, puis le moins, on le sait, c'est le gouvernement. Donc, premier facteur, il faut, entre nous, être conscient que l'argent, il n'y en a pas de gaspillage. S'il y en a, je ne dis pas qu'il n'y a pas des procédés, qu'il n'y a pas des processus qui peuvent être plus efficients, qu'on ne peut pas améliorer à la pointe. Mais de façon globale, on est plutôt performant économiquement avec nos systèmes d'éducation. C'est même quand on parle des universités, puisque Sébastien mentionnait, c'est d'un véritable débat démocratique. Bien, quand on regarde les chiffres, qu'on fait comparatif, c'est que, puis là on parle du bien public, c'est-tu un sous-financement de nos universités dont on est troublé ou qu'on souffre actuellement, ou c'est un mal-financement? Est-ce que les subventions gouvernementales qui sont octroyées aux universités sont utilisées pour la bonne raison? Quand on se compare avec le reste du pays, on consacre moins au Québec dans la formation par rapport à, on parle là des frais, non les droits de scolarité, on les dévie vers l'immobilisation, on les dévie vers la recherche, donc des universités qui sont de plus en plus sous influence. Puis évidemment, mais quand on a des économistes qui sont plus à caractère sociologique, mettons qu'il y a moins de recherche, moins d'argent qui se déporte vers là, puis quand on est dans la pharmacie, peut-être que oui, là, la recherche de première ligne, ce qu'on appelle comme collectiver la dépense, parce qu'on est en recherche, et quand c'est le temps d'arriver au profit, bien là, on le privatise, puis on sort. Donc, peut-être que si on calibrait, puis si on renvoyait un peu plus d'argent vers la formation, puis si les entreprises qui se servent dans l'assiette à beurre haut la main mettaient leur part, parce que s'il y a du monde qui a une part à faire, c'est peut-être plus les compagnies que les jeunes. Tu sais, c'est... Premier élément, investir. C'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement parce que les défis qui se posent au Québec, je l'ai dit tantôt dehors, c'est 1 400 000 postes d'ici les 10 prochaines années. Et 70 ça va être des emplois qui vont nécessiter une excellence. Deuxième élément, ça va rejoindre M. Julien. Là. Il est placé sous l'angle de la reconnaissance. Il a fait une sortie spectaculaire sans question. Non, c'est vrai. Puis écoutez, c'est pour croiser le politique à plein. Et souvent, on parle, il y a toutes sortes de problèmes qui en découlent. Des enseignantes, des enseignants qui désertent la profession après 4-5 ans de formation, de la détresse psychologique. Puis là, je parle des enseignants, mais c'est aussi vrai du personnel professionnel et du personnel de soutien. Fait que dans le fond, souvent au Québec, si tu étudies pour faire ça, tu es mal pris en tabarouette, tu es disqualifié. Parce que la première considération, c'est aide des enfants. Et là, ça fait instantanément de toi un expert. Et tu vas pouvoir dire à tout le monde comment faire. Et effectivement, M. Julien a raison, on a des directions d'établissement que la colonne vertébrale n'a pas été faite dans le même matériel que jadis. Puis tendance à plier assez rapidement. Fait que tout le monde nous envahit. C'est vrai qu'il va falloir... parce que j'étais hier, on rencontrait à leur demande quelqu'un du Parti québécois. Une des questions qui souvent, là, il y a des milieux, les milieux difficiles, là, c'est juste des jeunes enseignants qu'on a là, puis qui rêvent d'avoir l'étiquette de sortie au plus sacré. C'est vrai qu'il y a un grand bout de vérité là-dedans. Et pourquoi? Parce que, finalement, comme tout le monde connaît ça, puis tout le monde est là pour te faire, vous savez quoi, que je ne dirais pas parce qu'on est un vaste auditoire, à un moment donné, tu cherches un oasis de repos et de paix. Hey, tu dis, je vais trouver une place où il n'y aura pas grand monde écœuré. Parce que, en bout de course,
tu te retrouves seul au front, pas reconnu, et ceux qui pensent que si on va lui donner 20 de paye de plus pour aller en enfer, là, les profs sont pas sans dessin, là. On dit on va aller ailleurs. J'ai vu gagner 20 de moins. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé des solutions individuelles dans le moment. Je dis, pour réduire le fardeau de tâches qui est très pesant, bien, ils demandent des congés partiels sans traitement. Ça fait que si celui qu'on peut nommer, je ne nommerai pas à soir, pense qu'avec quelques dollars sur le chèque, il va envoyer du monde dans le bouillard. Non, tu gardes, je vais rester au chaud à quelque part avec quelques pièces en moins. Parce que de toute façon, je veux dire, les gens, quand la tâche n'a plus de bon sens, c'est ce qu'ils font. Ils se coupent eux autres mêmes. Fait que, mais tout ça, dans une dynamique, si je regarde dans d'autres professions, moi j'ai un frère médecin, c'est spécial. Hein? Mon frère médecin, il a travaillé personne illégal. C'est lui qui connaît ça, c'est lui qui a l'importance. Il n'y a personne qui essaie de jouer à sa place. Et là, c'est les cas difficiles, lui, qui l'intéressent. Il y a 1 an et demi de moins que moi. Ça fait qu'il y a autant d'expérience que je peux en avoir. Ça fait que, donc, les affaires complexes, les affaires qui... C'est comme un défi quand c'est complexe, puis on va... Puis il n'y a pas personne qui commence à le juger, puis il n'est pas obligé de trouver tout de suite, puis d'avoir la réponse à tout, puis il n'y aura pas 26 patients pour venir lui dire que c'est en dessin. Tu sais, c'est docteur, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qu'il faut recréer dans notre réseau aussi. Il faut reconnaître la compétence des gens qui y sont. Là, on parle des profs, mais c'est aussi vrai des professionnels, c'est aussi vrai des personnels de soutien. Je veux dire, si on a bien des boss, là, fait qu'il faut reprendre notre terrain, réoccuper le pouvoir. Et ça ne se fera pas instantanément. Puis la recette n'est pas magique. Mais il y a des affaires qu'on sait que ça ne sera pas à remettre. Fait que plutôt que de se faire vendre des faux mètres ou des pelules, finalement, qui sont des placebos, bien, il va falloir effectivement, puis ça, là-dessus, M. Julien a raison, reconquérir le terrain pouce par pouce. Parce qu'il y a bien du monde qui parle du modèle finlandais, là. Le modèle finlandais, là, c'est sûr qu'on ne peut pas l'importer comme ça. Mais on va vous dire une affaire, là. Quand tu es un prof, là, c'est bien de valeur, mais tu es comme un honorable. C'est quasiment aussi important qu'un ministre. Fait que si le prof l'a dit, là, quand j'étais petit, c'était de même, là. Mon père me disait, t'écoutes le prof. Si t'as reçu un coup de pied dans le cul, parle-en pas à la maison, parce que tu vas en avoir un deuxième. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Un peu différent. Mais je pense qu'il va falloir éduquer les parents, il va falloir éduquer les directions. Et moi, ce que je nous souhaite, le plus beau cadeau qu'on pourrait avoir, ça serait d'avoir des directeurs ou des directrices qui sont hautement compétents, puis qui sont capables d'assumer un leadership, puis d'avoir du courage managérial. Parce que c'est ce qui fait défaut beaucoup. Ce qui fait que quand Sylvie dit on se sent abandonné à soi-même, c'est que d'abord, comme il n'y a pas de courage, il vient déblatérer les mêmes synapses que le parent peut y avoir servi. Fait que lui-même, je veux dire, il s'écrase, ça fait que là, puis il essaie de t'écraser. Fait que déjà, ça avait été très bien abordé par M. Julien, mais c'est majeur parce qu'on va la retrouver sur notre terrain, là. Seulement, ils vont nous arriver avec toutes sortes de recettes magiques pour essayer de nous envoyer au front, plutôt que de reconnaître. À partir du moment où on va être reconnu, ça va être un autre revanche. Parce que là, ça devient intéressant de relever des défis, parce qu'il va y avoir comme une espèce d'émulation professionnelle. Alors que dans le moment, c'est pas intéressant. Si tu te trompes, allez voir les jeunes enseignants qui se trompent, là. Puis là, c'est drôle, ils disparaissent des listes, puis tu n'as pas droit à l'erreur. Mais c'est un droit fondamental, l'erreur. Quand tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à l'innovation, puis finalement, tu finis par t'enterrer toi-même. C'est assez pour la reconnaissance. Troisièmement, ça c'est plus délicat, parce que M. Julien parlait de la concurrence, il parlait à l'échelle du monde. Moi, je pense que la plus grande maladie qui nous guette, c'est la concurrence. C'est la mise en concurrence de nos institutions, de nos classes, de nos réseaux. C'est fou partout. C'est vrai dans le scolaire, comme dans le collégial, comme dans l'universitaire. On est rendu à Longueuil, je pense qu'on a 4 campus, 4 universités différentes. Sherbrooke est rendu à Longueuil, l'UQAM, l'Université de Montréal, c'est une beauté. Là, je parle juste de Longueuil, on a fait la même chose. Au lieu de travailler en réseau, au lieu de travailler en complémentarité, on crée une compétition artificielle entre les établissements. Ça fait qu'on voit dans le réseau scolaire des effets pervers, où il y a un écrémage, où il y a des pressions qui
Puis surtout, on vide les classes, je veux dire, des meilleurs éléments, puis après ça, on dit, fais des miracles, mon prof. Puis là, il y a M. Legault qui dit, je vais te donner 20 pour faire le miracle. Puis la différence, c'est toi qui as fait. Puis 20 que je vais donner au prof, ça va être temps d'employer du tir professionnel de moins. C'est assez, c'est plutôt inquiétant, cette mise en concurrence. Ça, puis des études, c'est ce qu'on trouve ailleurs dans le monde, ça nous démontre que ça mène le système à sa perte. Fait qu'il faut en finir avec la concurrence. Là aussi, on parle souvent des Finlandais. Vous savez, à un moment donné, il était rendu comme l'espèce de mec mondial. Il y avait des délégations de tous les pays qui allaient voir le miracle finlandais. Puis la grande question, puis là, c'est ce que je vous dis, là, je le tiens d'un ancien sous-ministre à l'Éducation finlandais, puis de la ministre de l'Éducation finlandaise, en direct, là, c'est pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'autre, je l'ai entendu de la bouche du cheval. Là. La question, c'était comment vous faites pour être les premiers? Bien, on n'a jamais voulu être les premiers. On voulait une école égalitaire. On voulait que tous nos enfants réussissent. Ils ne sont pas placés pour être les meilleurs dans le monde, ils sont placés pour que tous nos enfants réussissent. Tourner vers eux-mêmes, perfectionner ou améliorer leur propre système d'éducation. C'est pas pire parce qu'on parle d'un taux de diplomation de 95 %. Et ils ne sont pas en concurrence, ils sont dans l'égalité des chances. Un discours qu'on avait dans les États généraux de 96-97. Donc, la fin de la mise en concurrence. Et quatrièmement, pour servir tout ça, puis là, c'est des gens qui étaient au rendez-vous éducation sur le passé vont dire que je copie, mais on l'avait déjà en tête, parce que c'est l'objectif qu'on a fait en ce rendez-vous-là. Remettre la raison à l'ordre du jour. S'appuyer sur la recherche, parce qu'il y a beaucoup d'impressionnistes dans notre monde d'éducation. C'est-à-dire, en partant, les experts. Puis là, ils veulent soigner toutes sortes de maladies qui n'existent pas, puis pas soigner les maladies qu'on connaît. Fait que là, il faut appuyer nos transformations. Je vous dirais que ce que je nous souhaite collectivement pour le monde de l'éducation, c'est une culture du progrès, une culture de la santé, pas une culture de la réforme, où à tout un chacun arrive. Depuis 1964, je ne sais pas le nombre de ministres d'éducation qu'on a connus, là, ça change à peu près aux 16-17 mois. Si chacun arrive et veut y laisser sa marque et devenir le ministre de l'Éducation de la décennie ou du siècle, ça fait qu'ils ont toujours une recette dernière mode à nous servir. On vire ça tout le monde du côté. Je m'en ai dit d'autres choses qui se disaient pas le public. Mon père a dit tourne ta langue 7 fois, puis j'ai pas trop réussi, mais à ce soir, il serait fier de son gars. C'est une réussite. Ça fait que donc, de ce côté-là, remettre la raison à l'ordre du jour. Les recettes magiques inventées, puis ça part d'un côté, puis il faut... Je vais en donner un exemple. On parle de l'évaluation des enseignants. Là, c'est la recette. La recette, moi, je sais pas. Je pense que, d'abord, il n'y a aucune disposition dans la loi d'instruction publique ou dans les conventions collectives qui empêche d'évaluer. Je ne sais pas pourquoi M. Legault a fait une maladie tous les soirs, là, mais s'il savait. Mais quand on regarde ça, c'est de mettre ça, c'est comme on envoie un message. Ah, le problème, M. Julien a dit, c'est comme faire porter aux enseignants des chèques des enfants qui échouent. Alors que c'est pas mal plus compliqué que ça. Pas mal plus compliqué que ça. Et en même temps, ce que ça a pour effet, c'est qu'on va évaluer le prof qui est supposément, ceux que j'ai entendu, là aussi, de la bouche du cheval, dans l'occurrence M. Legault, c'est le prof qui fait la différence, on n'a pas besoin de ressources supplémentaires. Donc ça a été peur de parler de même. Faut pas vraiment, il a été ministre de l'Éducation, là. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il veut nous rendre ça là, comme une entreprise. Le Québec est rendu une business. Fait que mettre le rationnel, de voir comment on intervient, comment on peut intervenir. Quand on parle, quand la Sylvie nous dit des mesures d'accompagnement, des mesures alternatives. Moi, personnellement, je sais que ce n'est pas tous les profs qui pensent comme le président de la centrale, mais comme je m'en vais, je peux me permettre de passer par moi-même à soir, que je suis là. Moi, je pense que le redoublement, la science nous montre qu'il n'y a rien à faire avec ça. Mais en même temps, il faut avoir les mesures, il faut avoir les ressources. Pas faire semblant qu'on le met sur pilote automatique. Puis, parce que même si on veut prendre notre place, M. Julien, c'est bien décourageant. Ça, oui, promotion automatique, parce que pour des raisons économiques, pas pour des raisons pédagogiques ou des raisons savantes,
Mais ça, il faut changer de cap, il faut avoir des ressources. Il y a aussi encore, je veux dire, il y a des pays dans le monde qui ont montré la leçon, là. T'attends pas ta barouette qui soit en terre. Quand t'es rendu, j'entends des profs, ils me parlent d'enfants, ils sont rendus en 6e année, puis ils ont à peu près des acquis de 2e année. C'est pas à cause des profs, puis c'est pas à cause du personnel dans l'école, c'est à cause d'un système qui est érigé dans la médiocrité. Et ça, on est en train de faire reculer les acquis éducatifs du Québec. Et dans le fond, aujourd'hui, on devrait, parce que si on suit les lois de la physique, là, en 50 ans, on a multiplié par 5 le taux de diplomation. Bien, le prochain chemin, de manger, de gruger le prochain 20 %, moi je pense que c'est le mieux qu'on va pouvoir arriver, mais ça va prendre pas mal plus d'engagement, d'énergie, de ressources, parce que là, on s'adresse à ceux qui sont les moins bien nantis, ceux qui ont le plus de difficultés. Fait que ça prend encore plus de moyens, puis on est en train de nous envoyer le message qu'on va nous donner moins de moyens, puis qu'on va nous reculer. Fait que dans ce sens-là, je répète, parce que la mère de l'enseignement et de la répétition, 4 pistes de travail, 4 pistes d'action, investir, affirmer notre fierté, donc la reconnaissance. Regarde, c'est nous autres qui connaissons ça, là, ça fait que arrête de pouvoir après Beaumont, là, parce que ça m'a donné l'autorité. Mettre un terme à la concurrence, puis en mettre la science dans le décor. Là. Je sais que l'éducation, c'est pas une science, c'est un art. Il y a des sciences afférentes. Puis si on veut changer des affaires, d'abord, on va commencer par savoir pourquoi on veut changer. C'est quoi le problème? Puis on va amener le bon remède. Parce que là, dans le moment, il y a du monde tout à l'envers qui essaie de soigner des corps aux pieds avec une chimiothérapie, puis des cancers, tabarouettes avec des bonbons. Ça ne marche pas de même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Parent. Alors, comme vous pouvez le constater, on a des heures de plaisir à entendre de tels propos dans les conseils généraux. Merci de nous avoir encore une fois partagé votre savoir et votre fougue. Merci à vous tous pour votre participation ce soir. Vous êtes invités tout à l'heure à la sortie à prendre sur la table d'inscription des affiches pour apporter dans vos écoles, pour les afficher dans vos écoles. Parce que défendre notre système d'éducation, ça ne se termine pas ce soir, ça commence ce soir. Donc, on vous invite à en placarder partout dans vos écoles. Faites penser à vos collègues qui n'étaient pas ici ce soir, qu'il y a une mission qui nous attend. Il y a aussi des documents de la littérature que vous pouvez prendre sur le sujet, toujours au même endroit. L'autobus, pour ceux qui partent pour Shawinigan, est parti. L'autobus est ici en avant de l'auberge. Elle vous attend. Bon retour à la maison. Merci beaucoup.